Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre webinaire destiné à nos clients privilégiés. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathilde et Lino qui vont nous éclairer durant ces 45 prochaines minutes sur deux sujets qui sont finalement intimement liés et qui sont déterminants dans la construction de votre budget énergie. Le premier, bien évidemment, on va parler de marché de l'énergie, de macroéconomie, géopolitique, donc qui ont été énormément chahutés et ballottés depuis l'avènement au pouvoir de Donald Trump, encore plus depuis hier. Et le second, on se focalisera sur la façon de consommer l'énergie, sur l'énergie management et l'impact que ça a sur la façon, votre courbe de charge, comment ça va construire et comment ça va impacter sur votre budget et la nature de l'énergie que vous allez consommer. Comme d'habitude, dans le fonctionnement, on est là pour 45 minutes. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat et on prendra le temps d'y répondre. Si on n'a pas assez de temps, n'hésitez pas à bien vous identifier sur le chat pour que votre interlocuteur commercial puisse vous répondre par la suite. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Lino qui va nous éclairer sur les marchés de l'énergie et la géopolitique. Merci Gilles, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire marché. Alors je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de commencer directement par une petite overview de ce qui se passe au niveau géopolitique et macroéconomique. Alors j'ai dû mettre à jour une partie des commentaires que je voulais faire sur les slides aujourd'hui via ce qui s'est passé cette nuit. Alors on va y revenir dans quelques instants, mais si on regarde, on va dire géopolitiquement et macroéconomiquement, aujourd'hui, sur les marchés, les éléments que l'on suit de près, bien évidemment, c'est tout ce qui se passe aux États-Unis, pour commencer, avec l'administration Trump, tout le marché du gaz naturel liquéfié, mais aussi le marché du pétrole et bien évidemment tout ce qui se passe au niveau des barrières douanières. Il y a eu énormément de changements entre hier et aujourd'hui et on va y revenir dans quelques instants. En Europe, on regarde évidemment tout ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue secteur industriel, étant donné qu'on a un secteur industriel qui est encore en contraction et ça influe énormément tout ce qui se passe sur les marchés énergétiques, que ce soit pétrole, gaz, charbon ou électricité. Et évidemment, bien, on a tout ce qui se passe au niveau conflit entre l'Ukraine et la Russie. On a eu énormément d'effets d'annonce sur ces derniers mois. On va décrypter un petit peu tout ça et revoir un peu ce qui s'est passé au niveau des prix, notamment du gaz, comment le conflit a influencé les prix du gaz sur les derniers mois. Toute la plateforme asiatique, on se pose beaucoup de questions, surtout avec les barrières douanières qui ont été mises en place et qui sont effectives depuis hier soir, imposées par les États-Unis, qui vont rebattre un peu les cartes du commerce mondial et évidemment la situation au Moyen-Orient qui, en soi, ne s'est pas forcément détendue. On en parle un petit peu moins dans les journaux, classiques ces derniers temps, étant donné qu'on a d'autres sujets qu'on traite dans les journaux, mais on est quand même dans une situation à fort risque. Alors, tout d'abord, je vais juste revenir un petit peu sur tous les changements qui sont arrivés depuis que l'administration Trump est à la Maison-Blanche. Il faut bien avoir en tête que depuis que l'administration Trump est à la Maison-Blanche, on a de nouvelles relations internationales qui se dessinent, avec des pressions, par exemple, contre l'Iran, le Venezuela, le pétrole qui est produit par le Venezuela. On a la place des États-Unis qui change aussi dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, avec on dirait en tout cas une alliance qui est en train de se former entre Trump et Poutine, à voir si ça va tenir. Une alliance aussi bien affirmée au niveau d'une coopération avec Israël et en fait aussi un détachement progressif de l'Union européenne. On peut se poser beaucoup de questions sur ce qui va se passer au niveau de l'OTAN. Donc voilà, beaucoup de changements au niveau des relations internationales, mais aussi au niveau de la mise en place de nouvelles mesures protectionnistes, qu'elles soient par secteur ou par pays. Donc par secteur, en fait, l'administration Trump a ciblé 3 secteurs pour le moment, c'est-à-dire la métallurgie, l'agriculture et l'automobile. Par pays, hier, je vous aurais dit que 3 pays ont été ciblés, la Chine, le Mexique et le Canada. Mais en fait, on a eu l'annonce cette nuit que les barrières douanières allaient s'appliquer à plus de 60 pays
dans le monde, à des taux différents. Donc c'est vraiment un séisme pour le commerce international et c'est un séisme qui va avoir des impacts sur le marché du pétrole notamment, mais aussi sur les marchés énergétiques au global. En tout cas, sur les marchés financiers, on le sent beaucoup. Les bourses aux États-Unis et en Europe ont directement réagi face aux nouvelles, pas forcément bien, hein. On est plutôt sur des baisses au niveau des bourses, que ce soit aux États-Unis, en Europe, mais aussi sur les plateformes asiatiques. Et on a bien évidemment plein de changements sociaux internes et externes qui viennent s'ajouter à ce package de mesures qui ont été mises en place par Donald Trump. On a un détachement progressif des États-Unis à l'ONU et ça, en fait, ça se sent géopolitiquement. À voir comment ça va se faire, comment ça va se matérialiser euh, aux États-Unis sur les prochains mois. Merci Lino. Donc beaucoup de changements avec avec ce rebalotage de toute cette situation géopolitique qui avec beaucoup d'effets d'annonce sur les marchés financiers. Donc on a beaucoup ce changement de paradigme, mais bon, historiquement, ça, ce sont des facteurs qui influent sur les prix, sur les marchés, sur les prix de l'énergie. Bon, mais je pense que le marché du gaz, et pour faire la transition sur le gaz, est vraiment un marché mondial et de plus en plus mondial. Je pense on assiste quoi, de la volatilité, de la visibilité, on en est où sur ce point-là? Alors, concernant le marché du gaz, je n'ai pas changé le titre pour introduire le marché du gaz par rapport au dernier webinaire que nous avions fait. En fait, on a un marché du gaz qui est très incertain. Et avant d'attaquer un petit peu sur les mesures de Donald Trump et en fait l'administration Trump vis-à-vis du marché du gaz, on va quand même regarder un petit peu les fondamentaux qu'il y a eu sur les marchés du gaz en Europe et dans le monde. Alors en Europe, ce qu'il faut bien évidemment voir aujourd'hui, c'est qu'on a une évolution de la demande de gaz en Europe. On a eu une forte demande, une forte consommation depuis le début du mois de janvier. Et ça a eu une conséquence directe sur les prix parce que ça exerce une pression. Donc, pourquoi on a eu une forte demande de gaz? C'est principalement d'un point de vue météorologique. D'un point de vue météorologique, nous n'avons pas été sur un hiver extrêmement rigoureux. On a été plutôt sur un hiver aux alentours de la normale de saison. Mais étant donné que la consommation de gaz est extrêmement thermosensible, on a en fait une consommation de gaz plus forte que les années 2021, 2022, 2023 et 2024, étant donné que les hivers 21, 22, 23, 24 étaient plutôt des hivers doux et donc avaient tiré la consommation de gaz à la baisse. Donc, dans ce contexte où on a eu une demande de gaz assez forte en raison d'une météo plutôt douce, on a eu également en fait une offre de gaz depuis le 1er janvier 2025 qui a drastiquement changé en fait en Europe. La slide que je vous présente, c'est l'offre de gaz en Europe, comment elle a évolué, les origines des importations de gaz depuis 2021. Alors, sans surprise, hein, on voit la part de la Russie en rouge dans les diagrammes diminuer fortement jusqu'à 2024 pour atteindre sur l'année 2024 seulement 5% des importations de gaz sur le continent. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis le 1er janvier 2025, les flux de gaz sont à zéro. Et ça a une conséquence directe sur les prix, ça exerce une pression. L'administration Trump crée énormément de volatilité sur les marchés du gaz, étant donné que chaque jour, on a de potentielles avancées sur des négociations de paix sur le conflit en Ukraine et un potentiel retour des flux de gaz russes sur le continent. Pour le moment, c'est hypothétique et ça crée énormément de volatilité sur les marchés. Le contexte, en tout cas global, a fait que nous avons dû énormément soutirer sur les stocks de gaz. Et c'est le graphique que vous avez sur votre droite. On peut voir que sur l'année 2025, donc la courbe en rouge, nous terminons l'hiver en fait avec un taux de remplissage des stocks de gaz à 32%, ce qui est plutôt bas. Et il va falloir maintenant re-remplir ces stocks de gaz jusqu'au 1er novembre pour atteindre en fait un taux de remplissage de 85 ou 90 on ne sait pas encore. Ça dépendra de l'objectif fixé par l'Union européenne de taux de remplissage des stocks de gaz, ce qui affectera un petit peu les marchés. Toujours étant que la pression sur les marchés du gaz pour re-remplir les stocks de gaz pour l'hiver prochain va être très forte. Dans tout ça, on va avoir des maintenances norvégiennes qui vont s'appliquer
à partir du mois d'avril, mais aussi mai, juin. Donc dans un contexte où on doit réinjecter dans les stocks de gaz sur les prochains mois pour re-remplir les stocks de gaz, il va y avoir énormément de pression. Face à tout ça, en fait, les marchés réagissent en essayant d'importer massivement du gaz naturel liquéfié. Et ça, on le voit en fait sur le premier trimestre 2025. Donc ça, c'est le graphique que vous avez sur votre gauche. On peut voir que les importations de gaz naturel liquéfié en Europe ont atteint des sommets. Des sommets, et c'est des records historiques d'importation. Ça se traduit par le fait que les marchés anticipent de plus en plus de pression sur le marché du gaz pour re-remplir les stocks de gaz, comme je vous disais juste avant. Et les marchés essaient d'importer massivement du GNL pour s'alléger un petit peu plus tard. On a une légère inquiétude quant à ça parce que ça va créer énormément de compétition sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié. Et comme tu le disais, Gilles, le marché du gaz est de plus en plus mondialisé. Donc aujourd'hui, il va y avoir une compétition qui va s'affecter qui va avoir une incidence sur les prix. Si on regarde maintenant d'un point de vue prix, comme je vous ai dit, tous ces éléments ont eu énormément d'effets sur la volatilité des cours. L'évolution du PEG-DA, donc le PEG Day-Ahead, sur les 3 derniers mois a été extrême. On a atteint 57 € du mégawattheure début février et on est redescendu à 40 € du mégawattheure sur le mois de mars-avril. Ça se ressent aussi sur les cours forward de l'électricité, donc les PEC CAL 2026, 2027, 2028, avec du coup un pic qui a été atteint début février et avec un creux qui a été atteint ensuite début mars. Il semble maintenant que les cours sont en train de repartir à la hausse parce qu'en fait, toutes les baisses qu'il y a eu, c'était principalement des effets d'annonce avec l'administration Trump, de la spéculation sur les marchés et non pas de réels fondamentaux, de réels changements sur les fondamentaux. Merci Lino. Donc effectivement, moi ce que je retiens, c'est une grosse volatilité sur le gaz, donc avec très sujet à effet d'annonce, on le voit sur le dernier graphe dont tu parles, que ce soit sur les marchés à terme ou sur les marchés spot. Donc, faut être très vigilant, faut regarder les effets d'annonce. Le conseil qu'on peut donner à nos clients, c'est aujourd'hui d'avoir des contrats qui sont flexibles, qui permettent d'aller prendre des positions partielles, d'aller chercher peut-être de la valeur en intraday soit via mandat de gestion ou soit dans fixation en intraday pour aller chercher des opportunités. Pas forcément tout signer en même temps. Donc, avoir une stratégie de répartition de ces fixations, en gardant une partie fixe, une partie indexée. Mais la volatilité, c'est un fait, mais elle peut permettre, enfin, elle doit permettre de pouvoir chercher de la valeur et en ayant un contrat qui le permette au travers d'un contrat flexible. On va basculer sur l'électricité, donc qui semble un petit peu plus calme en termes de prix, en tout état de cause sur les prix qu'on voit en clôture et autres. Mais je pense que c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt parce qu'on a aussi beaucoup de nouveaux éléments et de nouvelles structures du prix de l'électricité. Exactement. Alors, pareil, je n'ai pas changé mon titre sur le marché de l'électricité, dans le sens où on considère aujourd'hui qu'en France, et j'insiste bien sur le fait que c'est en France, on a un marché de l'électricité qui semble être en bonne santé. Qu'est-ce qu'on veut dire par en bonne santé? C'est que le mix électrique français que nous avons aujourd'hui nous permet d'avoir plutôt une grosse stabilité au niveau des cours, que ce soit forward sur du très long terme ou forward sur du moyen à un peu court terme. On a une bonne production du parc nucléaire, une bonne production d'hydroélectricité, peu d'utilisation de gaz dans la génération d'électricité sur tout l'hiver 2024-2025. Donc on est plutôt sur un niveau qui est très confortable. On a battu les exportations de gaz, d'électricité vers nos voisins sur toute l'année 2024 et il semble que sur le début d'année 2025, on soit sur la même tendance. Donc on a vraiment un marché de l'électricité qui semble être en bonne santé. Et pourquoi j'insiste beaucoup sur le fait que c'est spécifiquement pour le marché français de l'électricité, c'est parce que lorsqu'on regarde en fait la différence de prix que nous avons entre l'Allemagne
et la France, on peut voir que la situation est nettement différente. En fait, les marchés d'électricité en France sont plutôt stables, on rentre dans une nouvelle normalité. En revanche, sur des pays comme l'Allemagne, où on a un mix électrique qui dépend beaucoup des énergies fossiles ou en partie aussi des ENR, on a un spread, donc une différence de prix qui tend à s'exacerber ou en tout cas à se confirmer. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la différence de prix pour le baseload 2026 entre l'Allemagne et la France. Et on peut voir en fait que depuis mars 2024, on a eu en fait la montée de la différence de prix entre l'Allemagne et la France, montrant la compétitivité de la France par rapport à l'Allemagne, qui en fait s'est confirmée sur toute l'année. Quand je vous disais du coup que d'un point de vue prix, au niveau du marché de l'électricité français, nous sommes plutôt stables, c'est que le couloir de normalité, donc on va dire 60-70 euros du mégawattheure, qui avait été identifié en fait déjà au préalable, on reste relativement dans ce couloir. Modulo quelques éléments très sporadiques, effets d'annonce ou alors panique un petit peu sur les marchés qui vont faire qu'on va casser un petit peu le seuil haut ou casser un petit peu le seuil bas, mais on est plutôt sur quelque chose qui est relativement stable. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le mix européen, électrique est de plus en plus, corrélé à tout ce qui va se passer sur, la production d'ENR. Là, je vous ai, grossièrement montré l'évolution entre 2019 et 2024 de l'installation de la production, solaire et éolien et en fait, on peut voir on a doublé notre production solaire, on a encore augmenté notre production d'éolien et en fait ça se ressent sur les cours et cette fois-ci spot de l'électricité. Hem, si on fait un focus sur ce qui s'est passé, notamment en France, sur en fait la première partie, de l'année 2025, on peut voir que en fait on a eu une production qui a été certes volatile, mais relativement stable et en global, lorsqu'on additionne l'hydroélectricité, le solaire et l'éolien et en fait, c'est ces productions qui ont permis aussi d'exporter de l'électricité. La conséquence de ça, c'est que le nombre d'heures négatives a extrêmement augmenté, durant ces dernières années et l'année 2024, maintenant qu'on a vraiment le nombre total d'heures négatives qui ont été atteints, en France, en Allemagne, et sur aussi, les pays voisins, de la France, on peut voir qu'on a vraiment une explosion du nombre d'heures négatives, en France, où on est aux alentours de 550 heures n avec des prix négatifs sur l'année 2024. La conséquence de ça, en fait, elle est très visible sur le marché spot de l'électricité. Sur le marché spot de l'électricité, là, le graphique que vous avez, c'est le France Baseload Spot de l'électricité. Et depuis le début de l'année 2025, en fait, on atteint vraiment des points bas avec des prix de l'électricité, alors que nous sommes en période hivernale, alors que nous sommes sur un hiver qui est plutôt frais, nous atteignons en fait des prix de l'électricité aux alentours de 25 euros du mégawattheure. Donc, dans tout ça, en fait, il faut vraiment avoir un point de vue marché pour comprendre ces variations sur les cours du spot et d'un autre côté, voir aussi comment piloter aussi sa consommation. Et je pense que Mathilde aura l'occasion de partager un petit peu plus sur ce sujet juste après moi. Ce qu'il faut retenir sur les marchés du gaz et de l'électricité, c'est que aujourd'hui, on a plusieurs drivers à suivre et qu'ils concernent principalement ce qui se passe sur les marchés du gaz, étant donné qu'on a une stabilité ou en tout cas une nouvelle normalité sur les marchés du gaz, sur les marchés de l'électricité. Il faut bien voir que la sortie de l'hiver 24-25 est plutôt tendue, étant donné qu'on a des stocks de gaz à re-remplir et qu'il va y avoir une pression sur le marché du gaz naturel liquéfié. Et en plus de ça, il va falloir maintenant manager avec les effets d'annonce, l'administration Trump qui est assez, voire complètement incertaine, hein, très difficile de lire les décisions de l'administration Trump sur les prochains mois et bien sûr jongler avec des fondamentaux classiques, c'est-à-dire le fait qu'il va y avoir des maintenances sur les gazoducs norvégiens, une production d'ENR qui est toujours volatile, dans le sens où, voilà, si un jour il y a du vent ou si un jour il y a du soleil, on a beaucoup de production d'ENR. Merci Lino pour cette synthèse.
Donc, je ne vais pas revenir sur le gaz parce qu'on en a déjà parlé il y a 5 minutes. Pour revenir sur l'élec, c'est très intéressant de comprendre le nouveau mécanisme de la structure du réseau électrique français, de la production française qui est un peu moins qui est un peu moins sujette, soumise au gaz tant qu'on a la bonne dispo nucléaire et du bon soleil. Très intéressant de voir le niveau du spot aussi, parce que c'est quelque chose qui est durable. Et encore sur le spot, je crois que sur les prix d'hier et avant-hier, on était quasiment sur des prix très très bas la journée. On va le voir avec Mathilde juste après. Autant sur le gaz, je vous disais, une offre flexible parce qu'on a beaucoup de volatilité, parce que il faut pouvoir saisir la valeur durant la volatilité. Sur les legs, bah, même si le marché paraît stable, l'intérêt aussi, c'est d'avoir une offre flexible qui permet d'aller mixer des produits à terme, d'avoir le choix de fixer ses positions et de fixer son budget si on le souhaite, pas que sur des produits annuels, mais du trimestriel, et aussi potentiellement s'exposer, prendre du spot, et gérer sa façon de consommer, gérer sa façon, pardon, de fixer. Et ça, c'est le premier levier, ça tout le monde l'a en tête. Mais le deuxième levier, quand on va aller définir son budget d'énergie, c'est effectivement asseoir sa stratégie de couverture en mixant du produit à terme et du produit spot. Mais c'est aussi, je dirais, travailler sur sa façon de consommer, voir ce qu'on va consommer comme énergie, comme électricité, du produit à terme, du produit spot qui peut être aussi décarboné si on le consomme à certains moments, et aussi transférer des consommations d'un point à l'autre, enfin, avoir une logique sur sa courbe de charge et comment cette courbe de charge va influer sur votre budget. Donc, je laisse la parole maintenant à Mathilde. Avant de laisser la parole à Mathilde, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions, donc n'hésitez pas à le faire pour qu'on puisse collectivement y répondre. J'en ai vu passer, donc on y répondra à la fin de l'intervention de Mathilde, mais sur les deux sujets, n'hésitez pas. Mathilde, je te laisse nous éclairer sur la courbe de charge et son impact et son intérêt sur la gestion budgétaire. Oui, merci Gilles. Alors, vous avez tous en tête, hein, le budget, c'est la consommation fois le prix. On a eu un bon éclairage sur le prix. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe côté consommation et comment est-ce qu'on peut agir sur ces consommations pour maîtriser son budget. Alors, euh, on va repartir un peu de cette idée de bilan emploi-ressources énergétique. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie consommation, mais à savoir que côté approvisionnement, il y a aussi des choses à travailler à partir de la courbe de charge pour avoir une adéquation parfaite entre vos consommations et la production qui la source. Alors, pourquoi on passe sur la courbe de charge? Il faut savoir que vos consommations, dernièrement, elles varient énormément. Pourquoi? Parce que des nouveaux usages, une réglementation qui vous pousse à réduire et piloter vos consommations, hein. Il faut mettre en place la sobriété énergétique. Et ça, c'est pas un impact uniquement en volume, mais c'est également un impact en termes de répartition de vos consommations sur la journée. Également, quand on parle de nouveaux usages, la mobilité électrique, en fonction de l'utilité que vous en avez, elle peut venir augmenter énormément la part de consommation en journée et moins la nuit. À l'inverse, si vos salariés viennent charger plutôt en dehors des heures ouvrées pour avoir une voiture pleine le matin, là, vous allez venir impacter la consommation de nuit. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas réfléchir uniquement en termes de volume, il faut comprendre à quel moment on consomme et surtout derrière quel usage en effet pour pouvoir avoir les bonnes actions, les bons leviers pour la maîtriser. Donc, on se concentre un peu sur la consommation. Je l'ai dit aujourd'hui, la consommation, c'est pas uniquement un volume, c'est aussi une courbe de charge, donc c'est-à-dire une puissance appelée toutes les heures. Historiquement, vous aviez accès à la consommation via vos factures. C'est Ce n'est plus suffisant. Il faut aller chercher la donnée de courbe de charge. La donnée de courbe de charge, le problème, c'est que c'est énormément de volume de données parce que avoir une consommation toutes les heures, eh ben, on ne peut pas juste comme ça la consulter à partir d'un fichier Excel. Il faut un minimum la structurer et c'est là-dessus que votre fournisseur va pouvoir vous accompagner pour aller trouver la représentation graphique qui est la plus pertinente et qui va vous permettre d'aller chercher directement la bonne information. En fait, voilà, dans ce flot de données, il faut trouver le KPI ou la représentation, parce qu'on peut simplifier beaucoup de choses avec une bonne représentation graphique, mais qui va vous permettre de comprendre votre structure de consommation et surtout de le mettre en face, votre structure de prix. C'est ça le plus important. Et quand on parle de structure de prix,
passer à la slide suivante. Voilà. Quand on parle de structure de prix, pourquoi c'est important d'avoir une bonne visualisation? Parce qu'on voit bien que le marché que vous a présenté Lino, il se décompose en produits base, produits pic, et il faut s'assurer de la bonne adéquation entre vos couvertures sur ces deux produits et votre consommation. Consommation, elle n'est jamais, c'est jamais un bandeau très flat. Vous voyez que vous avez forcément des pics de consommation sur certains moments de la journée et il va falloir mettre en face le bon produit pour pouvoir venir couvrir correctement cette consommation. Et c'est important là de ne pas réfléchir uniquement en termes de coût, c'est-à-dire que voilà, suivre les tendances marché, suivre le coût des produits, c'est très important. Mais finalement, il faut que le produit que vous achetez ait une réelle valeur par rapport à votre profil réel de consommation. Si je fais une analogie, pardon, si vous achetez, un t-shirt, en solde pas cher, mais qui est trop grand ou trop petit pour vous, ça n'a pas de réelle valeur. Donc voilà, aller se couvrir, aller se surcouvrir en base ou se surcouvrir en pic parce qu'on a des opportunités de marché, c'est pas forcément d'intérêt. Il faut par rapport à votre consommation et aux projections que vous pouvez en faire, ce que ça donne et quelle est la valeur réelle que vous apportez pour votre stabilité, budgétaire. Alors, je l'ai dit, il faut, pour comprendre sa consommation et la projeter, il faut, faire le lien entre les usages et votre profil de consommation. Alors souvent, on nous dit, le risque de tomber dans une, précision trop importante, c'est qu'on va vous dire, voilà, pour connaître vos usages, il faut mettre du sous-comptage, il faut aller décomposer vos courbes de charge. Donc c'est vrai, il faut le faire. Pour autant, on n'est pas obligé de partir dans des investissements très coûteux. On peut aussi, sur la durée, travailler une analyse fine de la courbe de charge et en ayant une bonne connaissance de ce qui se passe, sur les sites, une bonne connaissance terrain, en fait, aller faire le lien entre des événements et l'impact sur la courbe de charge et comme ça, petit à petit, comprendre, le lien entre l'utilisation d'un équipement et l'impact sur votre courbe de charge. Donc par exemple, là, on vous a donné un peu en illustration le cas d'un client qui a fait, des tests de montée en charge, sur ces chambres froides pour un petit peu mieux comprendre, leur efficacité, leur efficience et ça, ils l'ont fait pendant une période de maintenance pour pouvoir vraiment visualiser uniquement, l'impact de ces chambres froides. Donc ça demande un peu de coordination, mais on peut faire des choses, sans forcément rentrer dans beaucoup d'investissements, de sous-comptage. Et ça, voilà, ça va vraiment nous permettre de comprendre à quel moment vous consommez, pourquoi vous consommez et s'il y a des correctifs à faire parce que, par exemple, vos ratios d'heures pleines, heures creuses, ne sont pas bons, comment est-ce qu'on peut agir et surtout sur quel équipement en priorité on peut agir. Hem Pour ça, important donc on a des constats qu'on peut faire, à un moment T, mais c'est aussi très important de le suivre dans la durée et donc là, je vous invite vraiment à mettre en place un tableau de bord avec les KPI qui vont bien et surtout une représentation qui soit simplifiée. L'analyse de la courbe de charge, ça peut être très technique, mais il faut aussi que ça soit, quelque chose qui, voilà, qui parle à tout le monde puisque tout le monde est impacté et tout le monde peut être acteur de la maîtrise de la courbe de charge pas forcément des personnes très techniques. Donc il existe différents types de représentations, de visuels, on parle de data vis, et c'est important d'aller chercher le bon visuel pour, le bon interlocuteur, pour qu'il soit sensibilisé à l'impact de l'utilisation qu'il fait de la consommation. Heu, Si on fait très simple, on vous a représenté la carte d'intensité énergétique de votre site, ça c'est primordial, il faut l'avoir en tête. Ça parle à tout le monde, qu'on soit technique ou pas technique, mais ça permet de représenter à quel moment je consomme, sur la semaine et surtout, est-ce que cette consommation est justifiée? Alors maintenant qu'on a vu un petit peu, les impacts, comment est-ce que cette consommation pouvait être représentée, l'important c'est de la mettre en face de votre structure de prix. Puisque évidemment, le budget, c'est la consommation, que l'on met en face un prix du kilowattheure et sur lequel on va pouvoir venir jouer, selon vos postes eurosaisonniers. Postes saisonniers, on les a pas toujours en tête et donc là, c'est pareil, je vous invite vraiment à mettre en place les tableaux de pilotage, les dashboards qui vont bien pour, pouvoir, contrôler en fait, la répartition de vos consommations. C'est vraiment important d'avoir un bon reporting
pour pouvoir s'assurer qu'on est en adéquation entre sa structure tarifaire et le budget qui en ressort. Les heures pleines, heures creuses, vous avez un ratio généralement historique. L'important, c'est de pas trop en dévier parce qu'une bascule de consommation d'heures creuses vers de la consommation d'heures pointes, c'est forcément un budget qui dévie, même sur un prix fixe. Donc prenez un peu de temps pour établir ces tableaux de bord et pour les suivre régulièrement. Les heures pleines, les heures creuses, donc ça, je l'ai dit, c'est plutôt sur des contrats historiques. Et aujourd'hui, pour plein de raisons, et notamment pour l'intégration de renouvelables pour ceux qui ont des contrats PPA, on va vous proposer de basculer sur des offres qu'on appelle bloc plus spot. Donc là-dessus, sur ces offres bloc plus spot, vous allez être plus soumis aux variations du fameux prix spot que vous a présenté Lino juste avant. Pour autant, une fois qu'on connaît un peu son profil moyen, donc là on vous a représenté le profil moyen d'un client, d'un site, c'est de la GMS, c'est de la grande surface, mais on peut projeter n'importe quel site. Si on met en face l'évolution type d'un prix spot, donc l'équivalent de la courbe de charge mais d'un prix spot, on voit que structurellement, on retrouve cette notion d'heures pleines et d'heures creuses avec des périodes à éviter. Donc ce sont les heures piques, mais sur l'horosaisonnalité du spot, qui finalement, elles, vont être plutôt 7h, 10h et 17h, 21h en hiver, et des périodes structurellement de creux, de prix très bas, qui vont se retrouver la nuit et en milieu d'après-midi. Donc on a une nouvelle définition des heures pleines, des heures creuses. Ça ne révolutionne pas la façon de piloter son contrat. Pour autant, j'ai dit, c'est nécessaire d'avoir les bons dashboards et d'avoir une bonne compréhension de à quel moment je consomme et pourquoi, et le mettre en face de spot, puisque donc là, cette courbe n'est pas très creusée parce qu'elle est très moyennée. Mais il faut savoir que depuis le début de la semaine, par exemple, on est dans une période d'intersaison, avec beaucoup de production de renouvelables, moins de chauffage et pas encore de climatisation. Et bien, résultat, depuis le début de la semaine, cette période d'après-midi, entre 11h et 16h, elle est à zéro, voire négative sur les derniers jours. Et donc là, énorme opportunité à aller chercher pour venir maîtriser votre budget et le minimiser un maximum. Dernier point, je terminerai sur une note pour faire le lien entre impact prix, impact budgétaire et impact carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a une corrélation assez parfaite entre l'intensité, le prix moyen horaire sur le spot et l'intensité carbone derrière du réseau, puisque généralement, quand le prix est très bas, c'est qu'on a énormément de production ENR, et donc on a une consommation qui est complètement décarbonée. Donc, en maîtrisant vos budgets, en gérant votre consommation et en la pilotant un minimum pour aller chercher ces heures très peu chères, eh ben, vous contribuez en même temps à décarboner vos budgets énergétiques, puisque vous allez profiter, vous allez aller chercher les énergies les moins intenses en carbone. Donc, 3 bonnes raisons de s'intéresser à sa courbe de charge et de la piloter au regard de ses objectifs budgétaires et ses objectifs carbone. Merci Mathilde, c'est très clair. Donc je pense que la courbe de charge, beaucoup de personnes autour du téléphone et du Teams en ont entendu parler, enfin connaissent le mécanisme. Moi, je trouve très intéressant de se dire qu'effectivement, même sur un prix fixe, si on maîtrise pas sa conso et qu'on dévisse des consos leur creuse vers leur pleine, ben, on n'est plus sur un budget fixe. Ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a des nouvelles plages horaires de heure pleine, heure creuse, et notamment au travers du spot. Et comme tu l'as dit, on t'a montré une moyenne annuelle, mais on a aussi une plus grosse saisonnalité sur le prix spot avec des prix qui peuvent être très intéressants. Donc je réitère toujours ma proposition entre associer de la consommation et aussi regrouper des consommations. Et quand on est sur une offre bloc plus spot ou avec du spot, c'est pas de réfléchir au horaire en disant je peux travailler d'une conso, je connais pas ma conso horaire, mais de raisonner
par plage horaire comme tu l'as fait, en disant, au final, en offre bloc plus spot, j'ai des plages heure pleine, heure creuse. Merci de le remettre Oui, je en reviens sur exergue. l'illustration. Oui. Ouais. Et l'idée, c'est aussi de se dire, potentiellement, dans la stratégie, de se dire à la fois sur ma courbe de charge et de pouvoir transférer des consos durant ces plages vertes, et également d'avoir cette réflexion de manière saisonnière en disant, je peux aller fixer et faire un mix entre ce qu'a dit Lino avant, c'est d'aller fixer des produits trimestriels, peut-être un peu plus s'exposer l'été sur des plages horaires du spot, enfin tout du moins aller essayer de travailler, de mettre en adéquation ces deux leviers qui sont in fine hyper, hyper, hyper corrélés sur la construction de votre budget. Et si on ajoute en plus l'aspect des carbos, ou en plus on peut aller, quand on va consommer du spot en journée, on est sur les legs qui est complètement décarboné, parce que si on est sur des prix zéro et autres, enfin sur des prix qui sont issus de la production renouvelable. Merci, on va passer à la phase question. Il nous reste une dizaine de minutes, donc on est en timing presque parfait. À force de faire des séminaires, des webinaires, on est bien en timing. La première question qui était, je pense, pour Lino, c'était une question sur pourquoi 27 est moins cher que 28? Pardon, c'est pas ça la question. Si c'est ça. T'as Oui, pas ton c'est micro, oui, c'est ça. c'est d'ailleurs un constat qui est très intéressant, hein, parce que c'est pas ce dont on a l'habitude depuis plusieurs années. Donc, si on reprend en fait les cours de l'électricité, il semble bien que on ait vraiment l'effet backwardation, donc le fait que les maturités les plus éloignées soient moins chères que les maturités plus proches. Ces phénomènes de backwardation que l'on connaît en fait depuis la crise énergétique principalement, tend à s'amenuiser, voire s'arrêter sur certains moments de la journée lorsqu'on va prendre une position en OTC ou des choses comme ça. Et ça, en fait, il y a deux raisons qui expliquent la fin de cette backwardation et même la reprise de l'inverse de la backwardation, la contango. Donc on est dans un phénomène de contango où les maturités les plus lointaines seraient plus chères que les maturités plus courtes. En fait, ça nous montre bien que les marchés considèrent que nous sommes arrivés en fait à une nouvelle normalité des prix de l'électricité et qu'on ne pourrait plus avoir une nouvelle baisse significative. Et maintenant, ce qui prime sur les marchés pour pricer, pour que les traders aillent chercher des volumes sur les marchés, ce sont principalement les primes de risque liées aux géopolitiques. Et les primes de risque liées aux géopolitiques pour les années 2027 et 2028 sont de plus en plus floues. Et si on considère 2028, on est vraiment la situation est clairement opaque. Et donc, les primes de risque sont d'autant plus fortes et les cours sur 2028 pour aller chercher des volumes sont plus chers. Il y a un dernier phénomène aussi qu'il faut garder en tête sur du 2028 quand on compare du 2028 avec du 2027, c'est que l'année 2028 est une année beaucoup moins liquide. En fait, on a moins d'acteurs qui se positionnent sur le marché, en partie en raison des risques qu'il y a sur le géopolitique et le macroéconomique. Et donc, on a moins de liquidité sur les marchés. On a moins d'échanges, donc les prix sont factuellement plus chers lorsqu'on essaie de prendre une position. Merci Léo. Une question 2 qui n'est pas du tout pour vous deux, mais sur le support. Donc, il y aura un replay qui sera disponible pour tous les inscrits. Et si vous souhaitez avoir la présentation, je vous invite à contacter votre interlocuteur commercial habituel, direct, qui vous fera suivre les supports. Sur la question 3, on était sur une question, alors j'aimerais bien y répondre, mais je vais te laisser Lino, sur une échéance 1er janvier 26, sur 2 ans. Est-ce qu'on conseille d'attendre? Est-ce qu'on conseille d'y aller? Je te laisse répondre. Alors, je pense qu'aujourd'hui, sur une échéance 2026 et une échéance en particulier 2 ans, il faut avoir signé un contrat avec un fournisseur. Dans le sens où avoir signé un contrat vous donnera la possibilité au moins de fixer vos volumes plus tard. Imaginons, on a tout d'un coup un vrai emballement sur le marché et on a par exemple des cours qui commencent à monter très haut. On aura du coup la possibilité de vite aller chercher des volumes et fixer une partie de son budget. Donc,
fixer, enfin avoir un contrat, ça, je suis assez catégorique là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, pour 2026 et 2027, c'est clairement stratégique. Maintenant, pour aller fixer des volumes ou aller en tout cas signer peut-être un contrat en prix fixe, là aujourd'hui, il semble que sur le gaz, on ait atteint un creux en fait sur le mois de mars et les cours semblent repartir. Si on prend un petit peu de recul sur toute l'année 2024, on a du mal à comprendre comment les marchés du gaz pourraient réellement dropper. C'est le graphique que je vous présentais avec les prix tout à l'heure. On a eu en fait un creux qui s'est expliqué principalement par des effets d'annonce. Donc aujourd'hui, c'est très risqué de ne pas signer ou en tout cas de ne pas avancer dans les fixations aujourd'hui parce que l'effet d'annonce avait baissé les cours. Maintenant, au niveau fondamental, le marché du gaz est toujours tendu. Sur le marché de l'électricité, je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne idée d'aller aussi dans la même direction, étant donné qu'on voit les potentiels de baisse qui sont de plus en plus faibles. Sur l'année 2024, on a voilà, ce couloir de normalité 60-70 euros du mégawattheure qui semble réellement s'établir. Et aujourd'hui, on est plus proche de 60 euros du mégawattheure que de 70. Merci Lino. Je compléterai, enfin j'adoube dans ton sens sur le sujet d'aller construire son prix. Donc quand on dit est-ce que je dois me décider avant l'été, moi je sous-entends que il faut que vous allez fixer tout 100% de votre prix d'ici l'été ou dans des échéances très courtes. La bonne stratégie, c'est qu'aujourd'hui, c'est de construire son prix et de répartir ses achats et de se définir une stratégie qui est de fixation et de le faire de manière régulière. Parce qu'en fait, le mettre en une fois, bon, c'est prendre, je dirais, c'est prendre un pari sur le fait que oui, je sécurise mon budget, mais si les prix baissent ou si les prix montent, on n'a pas, enfin, si les prix montent, vous êtes content, ça peut arriver, mais nul ne connaît un peu l'évolution des prix. Donc vraiment, c'est construire ses prix. Aujourd'hui, on a des prix qui peuvent être intéressants à couvrir dès 27. 27 peut être sympathique de se dire, je prends une position sur 27 et j'attends sur le reste. Je me laisse le temps de décider et de le faire sur une structure temporelle et de construire son prix en plusieurs fois. C'est vraiment la logique qu'on souhaite vous porter. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans ce sens-là, mais on répond un peu à toutes celles-ci. Donc 2 ans c'est bien, 3 ans ça peut être intéressant aussi pour sécuriser une partie. Et même si les prix baissent ou si les prix montent, si les prix montent, vous avez déjà pris une position et vous avez déjà sécurisé une partie de ce prix. Et l'idée aussi, c'est ce qu'on a essayé de vous laisser transpirer, c'est aussi l'idée d'aller chercher de la valeur sur de l'indexé. Ce qu'on appelle l'indexé, c'est sur du spot en ELEC ou sur du DED ou du Monde Suède sur le gaz pour pouvoir mixer votre stratégie et votre budget. On a une question, Mathilde, sur les courbes de charge, sur comment je peux aller récupérer mes courbes de charge si je suis client Engie depuis le 1er janvier, par exemple, si je veux récupérer mes courbes de charge de 2024 ou 2023. Comment je m'y prends? Oui. Alors, déjà, oui, même si vous êtes arrivé au 1er janvier, on a accès à 2 ans d'historique pour tous les clients. C'est Enedis qui met à disposition ces 2 ans d'historique. Et pour récupérer vos courbes de charge, donc elles sont disponibles sur l'espace client. Donc je vous invite à contacter votre responsable commercial qui vous donnera le tutoriel. Et également, ne pas hésiter à lui faire part de votre problématique, parce qu'on l'a dit, récupérer la courbe de charge, c'est la première étape. Mais après, il faut faire parler les données. Et pour ça, chez Entreprises et Collectivités, on peut vous aider. Il faut juste que vous nous expliquiez la problématique et l'indicateur dans lequel vous avez besoin. Merci Mathilde. Alors, je ne vois pas d'autres questions, parce qu'il y a beaucoup de questions sur est-ce que c'est le moment de s'engager, est-ce que je dois m'engager en l'été? Donc, la réponse est oui, et commencer à prendre des positions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer à l'heure ce webinaire. Donc, nous sommes ravis de vous avoir compté parmi nous. Merci Mathilde, merci Lino. On se retrouve dans 3 mois. Toutes les échanges sont dans 3 mois et toute l'équipe de SC vous remercie et vos interlocuteurs commerciaux aussi. C'est tout un travail d'équipe pour vous avoir invité, vous avoir donné du contenu. J'espère qu'il a été pertinent pour vous et on se retrouve dans 3 mois. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.